L'autre question cruciale, est-ce que le Togo réunit les conditions pour adhérer à l'AES? C'était quoi les conditions? Quand moi j'entends les gens parler de ça, on dirait qu'ils ont la constitution de l'AES dans la main. C'était quoi les conditions? Je vous dis que les gens ont organisé quelque chose dans le feu de l'action pour se défendre. Et aujourd'hui, on veut me produire les conditions. C'est quoi les conditions? Moi, je dis ceci. Le Togo a toujours suivi une politique d'apaisement, de calme. Depuis le père de la nation, je parle du général, Feu général Gnassingbé Yadema, il a dit si la maison de ton voisin brûle, mais il faut aller l'aider parce que sinon après le feu, il tombe sur ta case. Le Togo est dans cette logique depuis le début. Une des conditions qui revient souvent, c'est la dénonciation des accords coloniaux. Tu ne trouves pas. Moi, tu sais, moi je dis ceci. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime pas. Mais si celui que je n'aime pas fait quelque chose, un petit quelque chose, on ne dit pas tout, qui est bon, je dis, oh, chef, au moins ça là, c'était bon. Hein. Si le Togo était soumis aux accords coloniaux, vraiment, comme les autres, tu crois qu'il aurait osé ouvrir son port à l'AES? L'Afrique de l'Ouest est à un tournant décisif. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte de la CEDEAO pour fonder l'Alliance des États du Sahel. Et maintenant, c'est au tour du Togo de se retrouver dans le viseur géopolitique. Entre une vague de terrorisme qui menace ses frontières, des opportunités économiques à saisir et des pressions régionales qui s'intensifient, Lomé doit trancher, rester fidèle à une CEDEAO en perte de vitesse ou rejoindre l'AES pour écrire un nouveau chapitre. La question divise, et elle est explosive. La CEDEAO a-t-elle trahi sa mission originelle? L'AES est-elle une bouée de sauvetage ou une aventure incertaine? Sur New World TV, nos chroniqueurs plongent dans le vif du sujet. Ils racontent une histoire en 4 chapitres. D'abord, il y a cette situation sécuritaire tendue, où les incursions terroristes au nord du Togo forcent le pays à chercher des alliés plus fiables. Ensuite, le port de Lomé entre en scène, un joyau stratégique qui pourrait devenir le poumon économique des échanges avec les pays enclavés du Sahel. Puis vient le désenchantement face à la CEDEAO, critiquée pour ses échecs à endiguer les crises et son silence face aux menaces qui s'accumulent. Enfin, l'AES apparaît comme une énigme, une alternative audacieuse pour redonner au Togo sa souveraineté, ou un pari risqué qui pourrait l'entraîner dans l'inconnu. Le Togo suivra-t-il la voie du Sahel? Accrochez-vous, on décrypte ce choix qui pourrait tout changer. Poser la question autrement, oui. Je vous la retourne. Le Togo a-t-il intérêt à adhérer à l'AES? Nani Sossou, très brièvement, selon vous. Oui, pour l'adhésion à l'AES, il n'y a pas de souci, puisque le fondement... Pas de souci, mais est-ce que le Togo a intérêt à y aller? Mais sur le plan, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, déjà que nous mutualisons nos forces au nord du Togo, entre le Burkina et le Togo, où je crois qu'il y avait un temps, des accords avaient été trouvés pour que les terroristes soient poursuivis au-delà de nos frontières, que nos forces armées puissent aller au Burkina pour poursuivre les terroristes. Et le retour d'ascension aussi, que les Burkinabés, les forces armées burkinabées puissent venir. Et deuxième chose, c'est le partage des renseignements entre le Togo et le Burkina avec qui on a une frontière commune. Donc, au regard de cet aspect purement de lutte contre le terrorisme, contre ces voyous dans le Sahel, le Togo a intérêt à aller dans l'AES pour sécuriser nos frontières, sécuriser nos populations. Sur ce plan, je suis d'accord. C'est sur le plan économique que le professeur Robert Dusseux dit. C'est ça qui me laisse un peu pantois. Oui, mais si le Togo a des intérêts économiques à entrer dans l'AES, pourquoi le Togo s'en priverait? Mais le Togo ne s'en priverait pas, puisque ce n'est pas aujourd'hui que le Togo a commencé à avoir des intérêts économiques avec les pays de l'Interland. Ça, je l'ai déjà signifié. Ce n'est pas nouveau. On a déjà commercé avec les pays de l'Interland depuis le temps des Adema, depuis qu'on a donné accès à notre port. Où vous savez que au niveau du port de Lomé, il y a une confédération même des chargeurs du Burkina, du Mali, du Niger, qui sont là, maintenant, qui ont un siège à Lomé. Dans l'argumentation de Robert ce qui me gêne profondément, c'est que donner cet argumentaire économique, ce n'est pas nouveau, puisque nous avons déjà des liens économiques, nous avons déjà des intérêts à travailler, à aller vers ces pays de l'Interland. Ce n'est pas nouveau. S'il le souligne, ça veut dire... Sur un plan purement politique, si on me parle, si me parle sur un plan sécuritaire et sur un plan politique... Le plan sécuritaire existe aussi, comme vous l'avez souligné. Oui, mais ça, c'est nouveau, parce qu'on a eu affaire au terrorisme, que ce plan sécuritaire est né. Mais le plan économique existait depuis les années 70. Donc pourquoi maintenant vouloir sortir ce plan économique comme argumentaire au lieu de trouver d'autres artifices pour justifier notre adhésion à l'AES? Est-ce qu'on ne peut pas intensifier
ces échanges économiques qui existent. C'est déjà fait, puisque je disais tout à l'heure aussi sur ce plateau que des accords douaniers. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ces accords qui existent déjà? Le Togo, les pays de l'Interland, les pays de l'AES ont déjà accès au port. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a signé des accords douaniers pour faciliter ces échanges-là. Donc, je ne trouve pas, sur le plan économique, je ne trouve pas, mais sur un plan purement politique... Le professeur Robert Dossé défonce une porte ouverte, selon vous? Oui, c'est sur le plan économique, hein. Il faut faire la nuance sur le plan économique. Ouais. Écoutez, moi, si j'étais Robert Dossé, l'argument économique à lui seul me suffirait à défendre le dossier de l'intégration du Togo dans l'AES. L'argument économique à lui seul. L'argument terroriste, on le connaît. Il a dit, le Togo et le Burkina, ils s'entendent déjà pour limiter les dégâts. Ce n'est pas le Togo et le Burkina seuls qui devaient s'entendre. Tous les autres qui sont malmenés par les terroristes devaient s'entendre. Mais comme les gens se disent que pour l'honneur de la France, on peut tuer leurs soldats gratuitement, bon, ils n'ont pas à s'entendre avec leurs voisins pour défendre leur population. Maintenant, ce que tu dis, le Togo est un pays côtier. Les pays de l'Interland prenaient leurs marchandises depuis le port de Lagos, Cotonou, Lomé, Tema, Abidjan, jusqu'à Conakry et Dakar. Ils ont toujours fait ça. Le problème se pose aujourd'hui, pourquoi? Parce que ces autres, ils leur ont fermé les portes. Et le Togo se retrouve être le seul à leur ouvrir les portes. Ça veut dire quoi? Le Togo, honnêtement, doit agrandir son port. Ce n'est pas seulement les routes. Le port doit être agrandi parce que ces pays-là, c'est de grands producteurs exportateurs et de grands importateurs. Donc aujourd'hui, l'argument économique est valable parce que si ces pays viennent et que le port engrange beaucoup d'entrées de devises, mais c'est justement avec ça qu'on va construire nos routes. C'est avec ça qu'on va construire le chemin de fer. C'est avec ça qu'on va améliorer l'ensemble des infrastructures nationales. Un pays doit savoir où il gagne l'argent. Quand Mahama est allé dans les pays du Sahel, on lui a dit, il va leur dire de revenir. Est-ce que tu as entendu un seul discours où il disait, bon, le chef m'a dit de vous dire, non. Mahama a parlé économie. Il dit, mais nous, on voulait faire un gazoduc jusqu'à Bolgatanga, au nord du Ghana, et que maintenant, on va même le prolonger jusqu'au Burkina. Moi, je suis très content. Je me dis qu'on peut faire un embranchement qui sort au nord du Togo, le gazoduc. Hein? Nous aussi, on aurait besoin du gaz. Maintenant, il va, et il dit, c'est-à-dire que le port, il ne donne que des facilités économiques à ces pays. Mais c'est normal, Mahama est venu trouver un pays économiquement en difficulté et il mettra tout en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. C'est ce que nous devons faire nous tous. C'est un président intelligent, c'est pas un président mouton. Lui, c'est pas un herbivore. C'est un président omnivore, sinon carnivore. Il veut le bien des Ghanéens et voilà le point sur lequel on doit le soutenir. Mais l'autre question cruciale, est-ce que le Togo réunit les conditions pour adhérer à l'AES? C'était quoi les conditions? Quand moi j'entends les gens parler de ça, on dirait qu'ils ont la constitution de l'AES dans la main. C'était quoi les conditions? Je vous dis que les gens ont organisé quelque chose dans le feu de l'action pour se défendre. Et aujourd'hui, on veut me produire les conditions. C'est quoi les conditions? Moi, je dis ceci. Le Togo a toujours suivi une politique d'apaisement, de calme. Depuis le père de la nation, je parle du général, feu général Gnassingbé Yadema, il a dit, si la maison de ton voisin brûle, mais il faut aller l'aider, parce que sinon après le feu, il tombe sur ta case. Le Togo est dans cette logique depuis le début. Une des conditions qui revient souvent, c'est la dénonciation des accords coloniaux. Tu ne trouves pas. Moi, tu sais, moi je dis ceci. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime pas. Mais si celui que je n'aime pas fait quelque chose, un petit quelque chose, on ne dit pas tout, qui est bon, je dis, oh, chef, au moins ça là, c'était bon. Hein. Si le Togo était soumis aux accords coloniaux, vraiment, comme les autres, tu crois qu'il aurait osé ouvrir son port à l'AES? Mais c'est déjà une dénonciation. Vous voulez quoi? Des discours enflammés? Mais il faut travailler, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Le Togo n'aurait jamais ouvert son port à ces pays s'il était le doigt sur la couture devant les accords coloniaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, si le président du Togo fait preuve de ce courage exceptionnel, il faut lui dire, bon chef, au moins ça c'est bon, les autres choses que tu fais, on n'est pas content. Mais ça là, nous sommes contents. Allez-y aujourd'hui au Niger, allez au Mali, allez au Burkina, voir comment la communauté togolaise est à l'aise. Est-ce que je mens?
Ils sont respectés, ils sont admirés, ils sont aimés, ils sont choyés, les Togolais. Est-ce que ces gens-là, ils sont tous des Nyasingbe? Ou bien ils s'appellent Kegewe? Non. Donc c'est dans l'intérêt des Togolais, des côtiers togolais, le président, un chef d'État doit poser des actions qui soient dans l'intérêt de tous ses concitoyens, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. On mène une politique de petits pas. On n'a pas besoin de défoncer les portes ouvertes. Oui. Robert Doucet utilise l'argument économique. Aujourd'hui, sur toute la planète, les Russes, les Américains, d'abord, l'Américain, lui, est littéralement en train de mettre toute l'Ukraine dans la poche, Groenland dans la poche, Canada dans la poche, Panama dans la poche. Argument, économie. Mais nous, on n'est pas une puissance pour aller prendre notre pays, mettre dans la poche. Mais si on a au moins l'intelligence de faire commerce avec d'autres pays pour nous enrichir, faisons-le sans retenue parce que le commerce est toujours honnête. Oui, mais disons que pour l'instant, l'AES est dans un état embryonnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore dit que si un État demain souhaite adhérer à notre confédération, qu'il faut ceci ou qu'il faut cela. Ou bien qu'il faut que, par exemple, son taux d'endettement par rapport au PIB soit à tel pourcentage ou à tel pourcentage. Ou s'il faut faire ceci, dénoncer les accords coloniaux ou pas. Mais ce qui est un point commun à tous ces trois États qui sont membres aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, c'est que tous ces trois États ont posé deux actes qui sont très forts. Un, ils ont dénoncé les accords coloniaux et ils ont envoyé des lettres à la métropole pour dire qu'ils ne sont plus tenus de respecter ces accords coloniaux. Ça, c'est un point commun pour ces trois États. Deuxième point commun, ils ont renvoyé de leur territoire toutes les forces impérialistes qui y séjournaient et par qui peut-être on nourrissait les mercenaires terroristes. Donc ça, ce sont deux points fondamentaux sur lesquels ces trois États étaient d'accord. Maintenant, comme je disais au départ, l'AES c'est encore dans un état embryonnaire. La CEDEAO même était née en 1975 dans un état embryonnaire. C'est après qu'on a essayé d'avoir une charte pour vous dire voici les conditions d'adhésion, voici les conditions de sortie, voici ce qu'il faut faire pour respecter les normes démocratiques, voici ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas un endettement, etc. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire le Togo doit remplir telles conditions avant d'y entrer, puisque ces trois États, le seul dénominateur commun qu'ils avaient, c'était de lutter contre la CEDEAO et le terrorisme. Voilà. C'était cela. L'autre chose. Lutter contre la CEDEAO ne fait pas partie de la... Mais ça, je l'avais expliqué à l'entame de cette émission, je l'avais expliqué que s'il n'y avait pas la guerre contre le Niger, où les avions étaient déjà au Nigeria, où la Côte d'Ivoire avait déjà ses troupes qui allaient déjà partir sur le front, peut-être l'AES ne serait pas née. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une guerre contre la CEDEAO, mais c'était pour lutter contre des sanctions, contre les sanctions de la CEDEAO d'une part, et non contre la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO d'une part, et deuxième part, contre le fait qu'on voulait faire la guerre au Niger. Donc aujourd'hui, si le Togo veut adhérer, je ne crois pas que les États de la CEDEAO vont lui imposer un cahier de charges. Je ne pense pas du tout, à mon avis, puisque eux-mêmes n'en ont pas encore. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il y a des préalables, comme la dénonciation des accords coloniaux, le fait qu'il n'y ait plus de troupes, des troupes étrangères sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base militaire française au Togo, ni américaine d'ailleurs. Mais nous savons que nous avons toujours des coopérations avec l'armée en matière de formation, en matière de fourniture d'équipement. Nous avons toujours ces accords de coopération avec la France. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Puisqu'on avait toujours des, comment on les appelait, à l'époque, des instructeurs. Mais aujourd'hui, on a toujours des instructeurs français qui étaient toujours avec nous. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a vu. Bon, avant cette émission, j'ai posé la question à gauche, à droite. Je n'ai pas eu de confirmation de cette présence de formateurs. Ouais, mais il y en avait, puisque vous vous rappelez. Il y en avait, ça c'est. Pas longtemps, mais
pas seulement sous le feu général Eyadema, mais sous la présidence de M. Faure, on a vu quand même qu'il y a des instructeurs français de l'armée française. Et notamment, je parle de ces dernières années, donc. Ouais, mais je parle aussi de ces dernières années. Je donne un exemple. Je donne un exemple très précis. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les journalistes lorsqu'un militaire français avait menacé Didier Ledoux à l'époque pour retirer même sa caméra. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce sont des instructions. Il était en tenue militaire. Il y a 15 ans, donc. Ce sont ces dernières années aussi. Écoutez, vous n'allez pas vous chamailler pour ça parce que vous n'êtes pas des militaires, c'est pas vous qui dirigez le ministère de la Défense. Donc vous, personne de vous deux n'aura la bonne information, sauf à l'avoir de la part de ceux qui gèrent le dossier de l'aide, de la coopération ou non avec l'armée française. Bon, ça, moi, je n'aimerais pas que nous ici, qu'on se chamaille sur ce sujet-là. Quand les bases militaires étaient dans les pays du Sahel, le Togo n'avait pas de base militaire, mais le Togo ne se faisait pas le donneur de leçons à ces pays, parce que le Togo est assez intelligent pour savoir que s'ils ont ces bases, c'est qu'ils ont un motif. Moi, si je n'ai pas ce motif, je n'ai pas les bases. Donc voilà une attitude responsable et respectueuse envers les autres. Si aujourd'hui, eux, ils ont pu mettre dehors tous ces emmerdeurs, soutien premier du terrorisme, le Togo n'en a jamais eu de base. C'est clair. Quoi qu'en disent les gens, parce qu'il y avait un autre crétin qui voyait chaque matin des vagues de militaires français sur les... Non, il n'y a jamais eu de base militaire française, ni étrangère d'ailleurs sur notre territoire. Un crétin qui voyait toujours des militaires français dans des bus pour aller déstabiliser le Burkina. Mais quand les gens parlent, tu te dis, mais on ne sait pas, est-ce qu'il faut les ramener au CP1 ou il faut plutôt les envoyer dans un asile de fous? Et regarde la fable selon laquelle l'homme d'affaires Bonkongu est en train d'acheter une villa à Lomé juste pour que nous organise la déstabilisation du Burkina. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une villa spécialement dans laquelle on va ficeler une déstabilisation d'un pays frère et ami? Non. Je crois que ceux qui parlent, heureusement que dans le Sahel est tenu de main ferme par des dirigeants qui réfléchissent et qui ne suivent pas tous ces déblateurs en désordre. Le Togo est un pays responsable, un pays qui respecte les autres pays. Il n'a pas à se mêler de ceci ou de cela. Et si les gens ont, à un moment donné, leurs poches sont sèches, mais ils auraient la politesse de demander gentiment, au lieu de chercher à créer des frictions pour qu'on l'appelle ici, on lui donne, on l'appelle là-bas, on lui donne. Maintenant, c'est dépassé, on ne fait plus ça. Hein. Bonkongu ne va plus donner l'argent à des menteurs. Alors, une question que beaucoup se posent avant qu'on parte pour la pause, est-ce qu'on peut appartenir à la fois à la CEDEAO et à l'AES? Mais bien sûr. Ouais, on avait déjà débattu ce sujet sur ce plateau. Le fait d'appartenir à l'AES n'empêche pas d'avoir une coopération accrue avec les États de la CEDEAO. Non, on ne parle pas de coopération, mais est-ce qu'on peut être membre des deux entités à la fois? Mais on est membre du Conseil de l'Entente et en même temps membre de la CEDEAO. Oui. On avait déjà débattu de ce sujet-là. Le Togo était membre du Conseil de l'Entente. Et les 5 pays qui composent d'ailleurs le Conseil de l'Entente sont des pays qui sont membres de la CEDEAO. Moi, je ne vois pas d'antinomie. On n'est pas dans la même configuration. Hein. Tu veux l'envoyer balader. Parce que non, je ne l'envoie pas balader du tout. Pas du tout. Oui, écoutez, être membre de la CEDEAO, pour un pays comme le Togo, c'est normal. Le Togo est un pays fondateur. Combien de fois on va répéter ça aux gens? Même le Mali est un pays fondateur. Voilà, c'est des pays fondateurs. La CEDEAO, entre-temps, a été braquée par des aventuriers démocratiquement élus par l'Élysée. Et c'est ça qui nous amène les problèmes. Sinon, quand la CEDEAO était créée, elle était créée par des chefs d'État. Aujourd'hui, on dit putschistes, ils étaient putschistes, mais ils ont créé une CEDEAO qui marche. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, les chefs d'État démocratiquement élus créent leur CEDEAO pour nous laisser la CEDEAO des pères fondateurs qui avaient une très haute idée de la nécessité de faire vivre nos pays et nos populations ensemble. Ils ont créé leur CEDEAO. La question, en attendant, ben, on est dans la CEDEAO, mais ça ne nous empêche pas. Attends, ça ne nous empêche pas de travailler avec l'AES. Non, il n'est pas question de travailler avec l'AES, d'intégrer l'AES. Non, là, je crois que moi je veux poser la question à des juristes.
Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien les statuts de la CEDEAO, l'autre qui connaît bien les statuts de l'AES, de la charte de l'Iptako, c'est lui, juridiquement, qui peut te dire si c'est compatible ou incompatible. Mais dans la vie de tous les jours, membre de la CEDEAO, oui, mais travaillant la main dans la main avec l'AES, c'est oui, et c'est nécessaire. Et c'est incontournable. La CEDEAO ne nous fout rien de bon. Oui, mais ce que moi je voulais peut-être avancer, pour ouvrir peut-être le débat aussi, c'est est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui, comme le dit John Mahama Dramani, comme l'a dit Diomaye Faye du Sénégal, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui qu'on s'asseye pour qu'on retourne aux fondamentaux qui ont poussé les pères fondateurs à créer la CEDEAO? Parce que la CEDEAO, c'était la CEDEAO des peuples, à défendre les intérêts des peuples, à permettre la libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO n'a jamais demandé de prendre des sanctions contre des États membres. Non. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui qu'on retourne à ces fondamentaux pour réformer la CEDEAO? Parce que il y a des images qui circulent lors des sommets de la CEDEAO. Quand on voit ces images-là, on comprend aisément que la CEDEAO est sous le joug des puissances étrangères. Puisqu'on voit à l'intérieur des Européens, hein, des Blancs, qui sont assis dans la même salle que les chefs d'État qui discutent. Donc, il faut qu'on nous retire ces images-là. Donc, il faut réformer la CEDEAO. Il faut réformer de fond en comble. On va revenir sur le sujet. Comble cette CEDEAO. Oui, je vous redonnerai la parole tout à l'heure des nations. Oui, c'est compris. Le Togo, pivot d'un bouleversement régional. Le Togo se tient au bord d'un précipice géopolitique et sa décision pourrait faire trembler l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, la CEDEAO, une institution historique aujourd'hui accusée de s'être éloignée des peuples pour servir des agendas extérieurs, sanctions contre ses propres membres, inaction face au terrorisme, présence encombrante de puissances étrangères dans ses coulisses. De l'autre, l'AES, une alliance naissante qui brandit la souveraineté comme étendard, promettant une réponse musclée aux menaces et une coopération régionale débarrassée des vieilles chaînes coloniales. Pour le Togo, le calcul est complexe. Rester dans la CEDEAO, c'est miser sur une stabilité familière, mais au prix d'une influence limitée et d'une organisation qui semble incapable de juguler les crises. Rejoindre l'AES, c'est parier sur une solidarité sahélienne, avec des gains potentiels, sécuriser ses frontières nord avec le Burkina, faire du port de Lomé une plaque tournante pour les pays enclavés, mais aussi des zones d'ombre. L'AES n'a pas encore de cadre solide, pas de charte claire, pas de conditions d'adhésion définies. Et si le Togo saute le pas, pourra-t-il vraiment jongler entre les deux entités sans se brûler les ailes? Ce choix dépasse Lomé. Il interroge l'avenir même de l'Afrique de l'Ouest. Doit-elle s'accrocher à des structures héritées du passé, quitte à les voir s'effriter, ou inventer un nouveau modèle, plus autonome, plus adapté aux défis d'aujourd'hui? Si le Togo bascule, d'autres pourraient suivre, un effet domino qui redessinerait la carte des alliances pour longtemps. Et au cœur de tout ça, il y a une quête de sens, celle d'une région qui refuse de rester un pion sur l'échiquier mondial. Le Togo, avec son histoire de médiation et sa position stratégique, pourrait bien devenir le pivot de ce basculement. Mais à quel prix? Alors, votre verdict? Le Togo doit-il rejoindre l'AES pour reprendre les rênes de son destin, ou rester prudent dans le giron de la CEDEAO? On veut vos arguments en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, l'Afrique de l'Ouest bouge, et on suit ça de près avec vous.